L'appel a été lancé ce vendredi par le fils de l'ancien Shah d'Iran en exil. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Reza Pahlavi demande à Donald Trump d'intervenir sans tarder pour venir en aide au peuple iranien. Depuis plus de 10 jours maintenant, l'Iran est secoué par une vague de manifestations de très grande ampleur. Des dizaines de villes sont touchées. Des slogans hostiles au régime résonnent dans les rues et les autorités répondent par une répression violente. Au moins 62 morts, des milliers d'arrestations et une coupure totale d'Internet à l'échelle nationale. Ne serait-ce pas le bon moment pour mettre fin au régime des mollahs? Une intervention de Donald Trump est-elle indispensable pour ce faire? On va voir ça tout de suite avec vous, David Rigoulet-Rose. Bonsoir, vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Vous avez co-dirigé un ouvrage intitulé « La République islamique d'Iran en crise systémique, 4 décennies de tourments ». Ce n'est pas la première fois que le peuple iranien se soulève. On se souvient des manifestations monstres après la mort de Mahsa Amini en 2022. Est-ce qu'on peut dire que cette fois, c'est différent? Oui, c'est différent. Parce que, alors, ce qui est sûr, c'est que les manifestations qui ont suivi le décès de Mahsa Amini ont initié quelque chose en profondeur. Elles ont fait l'objet d'une répression féroce qui a été efficace dans l'immédiat, mais en fait s'était reculé pour mieux sauter, tout simplement parce que la légitimité du régime iranien était hypothéquée, et on le voit aujourd'hui. Donc, mais simplement aujourd'hui, il y a quelque chose d'inédit par rapport au précédent mouvement. Si on remonte jusqu'à 2009, le mouvement vert, c'était une caractéristique politique pour contester les résultats truqués d'une élection présidentielle. Ensuite, il y a eu plusieurs vagues à caractère économique, notamment liées en 2019-2020 sur la hausse du prix de l'essence, et puis sociétale avec justement la contestation liée au décès de Mahsa Amini pour port du hijab mal adapté. Mais là, en réalité, il y a une convergence finalement de tous les paramètres. C'est la première fois, et c'est ça qui constitue la menace principale pour le régime iranien, c'est que ça rassemble, c'est d'abord une extension géographique à l'ensemble du pays, une extension transgénérationnelle, ce qui n'était pas le cas au moment de Mahsa Amini, c'était essentiellement la jeunesse. Et donc là, il y a un rejet massif, en fait, du régime de la République islamique, qui semble le condamner dans sa forme actuelle. Le régime islamique qui, lui, pour l'instant, répond peu ou prou de la même façon que d'habitude, c'est-à-dire qu'on a à la fois Internet coupé, une répression massive, et puis la rhétorique du guide suprême Ali Khamenei qui appelle à remettre les ématiers à leur place, qui les qualifie de vandales, vendus aux États-Unis. Sur ce plan, rien de nouveau? Oui, rien de nouveau, c'est dans l'ADN du régime, hein. Effectivement, quand il perçoit une menace à son endroit, effectivement, la réponse est répressive, même s'il y a eu des hésitations au début, on l'a vu, notamment de la part du président Pezeshkian, qui prenait un dialogue avec les manifestants en considérant qu'il y avait des demandes légitimes, y compris d'ailleurs, ça a été reconnu même par des membres plus radicaux du système iranien. Simplement, il y a un moment, les manifestations prennent une telle ampleur qu'il y a un risque de déstabilisation profonde, avérée, et le régime a le sentiment qu'il joue sa survie, ce qui est vrai, et ça légitime de son point de vue, effectivement, l'option répressive, qui a toujours été l'ultime option pour préserver sa pérennité. Il faut aussi replacer ce qui se passe en ce moment dans le contexte régional et international. On a assisté ces derniers mois à l'affaiblissement de l'axe de la résistance avec la chute du régime syrien, les frappes contre le Hezbollah. Récemment, un allié qui vient de partir, la chute du régime de Nicolas Maduro. Il y a aussi eu les frappes israéliennes sur les installations iraniennes. Est-ce qu'on peut considérer que l'Iran est plus affaibli que jamais? Ah oui, c'est l'Iran, la République islamique a jamais été aussi affaiblie. Il y a effectivement, on va dire, une forme de rétractation régionale après une phase d'expansion qui a duré une vingtaine d'années à travers ses proxies et des pays alliés. Mais on voit bien que toutes les cartes effectivement dont disposait Téhéran sont tombées en fait. Et aujourd'hui, on arrive au noyau dur effectivement, et le régime se retrouve plus isolé que jamais dans ses moyens et et même dans sa capacité de réaction. C'est ce qui, malheureusement, risque de favoriser une répression encore plus importante. Et pourtant, il continue, donc malgré cet affaiblissement, il continue à tenir bon. Comment vous l'expliquez? À quoi c'est dû?
Oui, mais le régime considère qu'il n'a pas le choix. Le cauchemar du régime, c'était le scénario à la Gorbatchev pour l'Union soviétique. Le guide Ali Khamenei a toujours pensé ça, que céder, c'était finalement, c'était valider potentiellement l'effondrement du régime. Il y a justement l'option de Téhéran, c'est le modèle chinois. Mais le contresens de Téhéran, c'est que le modèle chinois s'est fait avec une amélioration, notamment à l'issue de la répression de Tiananmen, hein, à laquelle on fait référence, c'est fait avec une amélioration spectaculaire du niveau de vie des Chinois. Or là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le résultat de 4 décennies de pouvoir de la République islamique, c'est un effondrement du niveau de vie d'un pays tout entier. Et donc, à partir de ce moment-là, sa légitimité nécessairement se retrouve hypothéquée de manière structurelle. Quel peut être le rôle maintenant joué par la diaspora, en particulier le fils du Shah d'Iran, l'ancien Shah d'Iran, Reza Pahlavi, qui est exilé aux États-Unis? Il assure avoir un plan pour le futur de l'Iran. Est-ce qu'il dispose d'un réel soutien? Est-ce que c'est de lui que peut venir la chute du régime des mollahs? Alors, il faut être très prudent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une multiplication de slogans qui sont apparus, qui n'existaient pas précédemment dans les autres mouvements qui Mort au se sont dictateur? produits, faisant référence justement à l'histoire impériale, notamment à l'histoire au Shah, Reza Pahlavi, son père, repose en paix, le fait que c'est effectivement l'attente du retour de la monarchie, mais il ne faut pas surinterpréter. Il y avait une phase de provocation de la part au début de ces slogans, et c'est très difficile d'évaluer, on va dire, l'assiette justement de la représentativité de l'opposition monarchique, même si lui prend soin de considérer qu'il se met en situation d'assurer une transition qui n'a pas forcément une finalité monarchique, avec l'idée que ça sera aux Iraniens de trancher, mais pour autant la division de la diaspora a toujours été très divisée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que ça reflète l'ensemble des aspirations des Iraniens, donc il faut être très prudent. D'ailleurs, le président Donald Trump, c'est intéressant, qui n'a pas manqué de menacer les autorités iraniennes en cas de répression accrue, a dit qu'il avait observé, je cite, le Shah, il est une personne sympathique, mais je ne suis pas sûr qu'il soit approprié de le rencontrer pour l'instant en tant que président des États-Unis. Donc il y a une prudence de la part de Washington qui ne veut pas mettre ses œufs dans tous ses œufs dans le même panier, en considérant que la figure du prince Pahlavi n'est pas forcément la figure alternative pour une transition effective. On en vient à la question qui fâche, David Rigoulet-Rose. Est-ce qu'un scénario à la vénézuélienne est envisageable en Iran? Est-ce que Donald Trump pourrait envisager et devrait intervenir? Alors avec Donald Trump, tout est possible, on le sait maintenant. Même si comparaison n'est pas raison, l'Iran n'est pas le Venezuela. Tout simplement parce que l'Iran n'est pas dans l'hémisphère occidental, que ça ne fait pas partie de l'arrière-cour des États-Unis, même si évidemment l'Iran est un élément fondamental du Moyen-Orient dans lequel le président Donald Trump a lancé sa fameuse initiative de la dynamique d'Abraham. Et donc effectivement se pose la question du jour d'après, c'est-à-dire de la fin du régime de la République islamique. Beaucoup autour de lui le poussent effectivement à une action décisive. Mais selon quelle modalité, surtout qu'il y a quand même une prudence à avoir. Il y a un nationalisme iranien qui est très fort. Et il n'est pas sûr qu'une ingérence extérieure, telle qu'elle est instrumentalisée d'ailleurs par le régime pour justifier une éventuelle répression accrue, soit à même de consolider évidemment ce passage, ce point de bascule. Donc c'est très compliqué en réalité. Et je pense que le président américain a en tête évidemment l'Irak post-2003. La hantise, c'est un chaos, effectivement, en cas d'effondrement brutal du régime, notamment avec des périphéries qui sont très sensibles, périphéries kurdes, arabes ou baloutches. Et c'est ce qui explique probablement effectivement des évaluations stratégiques au jour le jour. Il se dit qu'il y aurait des négociations secrètes à Oman entre certains représentants iraniens et les États-Unis. C'est pas confirmé, mais ça montre en tout cas que la situation est quand même très compliquée. Juste une dernière question rapidement. Si ce point de bascule, il ne vient pas de l'extérieur, est-ce qu'il peut venir de l'intérieur, de la part des gardiens de la Révolution notamment?
Alors ça, c'est un grand point d'interrogation parce qu'évidemment, le problème, c'est qu'on risque d'être dans le wishful thinking, c'est-à-dire que la sortie de crise attendue serait une transition démocratique, mais c'est jamais une garantie en réalité, même si ça correspond aux aspirations de la majorité de la population iranienne, on peut pas exclure. Et d'ailleurs, les Gardiens ont fait une déclaration justement où ils envoyaient des troupes dans l'Ouest, dans les régions kurdes. On peut pas exclure du tout l'option militarisée par les gardiens de la révolution d'une prise de pouvoir qui mettrait de côté de manière explicite les turbans, entre guillemets, c'est-à-dire le clergé, qui constitue aussi une hypothèque pour leurs intérêts à eux. Et là, on voit à quel point la sortie de crise risque d'être compliquée, effectivement, et pas forcément dans des modalités souhaitées ou attendues. Merci beaucoup David Rigoleros pour votre Merci. éclairage. C'est la fin de cette question qui fâche. Restez avec nous tout de suite, le journal de l'Afrique présenté par Fatima Taouane.